Bonjour, tout d'abord je me présente Dr Abdi, médecin nucléaire exerçant en service de centre d'imagerie scintigraphique de Blida avec Dr Neili. Donc tout d'abord je remercie l'association pour cette occasion de rencontre scientifique et les invités qui se sont déplacés. Donc le travail, c'est un travail rétrospectif, un petit travail qu'on a fait au niveau de notre service sur le bloc de branche gauche. On a essayé de comparer la valeur pronostique sur 3 ans de la scintigraphie myocardique des perfusions normales versus anomalie perfusionnelle fixe sur 3 ans. Avec une fraction d'éjection, on a sélectionné les patients avec fraction d'éjection supérieure ou égale à 40%. Donc pourquoi le bloc de branche gauche? C'est parce que c'est un facteur prédictif de maladie cardiovasculaire et de mort subite. Donc sur cette étude réalisée en Californie sur 1600 patients, c'est une cohorte étalée sur 6 ans avec un examen clinique et un ECG chaque 2 ans. Donc on a pu identifier deux groupes, les patients avec bloc de branche gauche et sans bloc de branche gauche. Et on a retrouvé chez les patients présentant un bloc de branche gauche une mortalité plus élevée et des insuffisances cardiaques avec un odds ratio de 35. Et les auteurs de ce papier ont signalé la nécessité de tests diagnostiques pour un diagnostic précoce. Donc on voit ici sur la courbe de survie de Kaplan-Meier de cette étude que les patients présentant un bloc de branche gauche ont une survie médiocre par rapport à ceux qui ne présentent pas de bloc de branche. Donc sur cette étude, les causes de décès, c'était surtout l'insuffisance cardiaque et la mort de cause cardiovasculaire. Donc, il y avait d'autres études antérieures qui ont essayé d'évaluer la valeur pronostique de la scintigraphie myocardique chez les patients présentant un bloc de branche gauche. Donc, on va commencer à présenter 4 études, dont 2 études anciennes et 2 études récentes. Les 2 études anciennes étaient réalisées en mode SPECT sans gated. La première donc, a été réalisée en SPECT thallium et s'est focalisée surtout sur l'aspect perfusionnel normal et a retrouvé un très bon pronostic sur 2 ans chez ces patients. La deuxième étude réalisée aussi en mode SPECT SESTAMI-B a classé les patients en 3 groupes, perfusion normale, faible risque et haut risque. Donc le groupe des faibles risques a inclus les anomalies perfusionnelles fixes. Donc notre étude a en quelque sorte intéressé à ces 2 groupes, la perfusion normale et les anomalies perfusionnelles fixes. Donc sur cette étude, ils ont pu conclure à un bon pronostic chez ces 2 groupes. Donc une étude plus récente qui a inclus les paramètres gated, qui sont des éléments pronostiques très importants. Cette étude a conclu à un cut-off de fraction d'éjection de 35%, donc une fraction d'éjection qui est inférieure à 35%, constitue un facteur déterminant pour le pronostic chez ces patients et aussi les volumes qui sont élevés. Une autre étude réalisée en gated SPECT chez des patients avec un faible risque et un risque intermédiaire chez des patients aussi présentant un bloc de branche gauche a conclu chez ces patients de faible et moyen risque au degré de réversibilité qui est un facteur déterminant pour les événements cardiovasculaires. Donc on voit ici sur la courbe de risque cumulatif de survie, un score de réversibilité inférieur à 2 constitue un élément de bon pronostic et un score de réversibilité supérieur ou égal à 7 constitue un élément de mauvais pronostic. Donc on va commencer à parler de notre étude. Donc le but de notre étude est de déterminer si la scintigraphie avec anomalie perfusionnelle fixe a la même valeur pronostique qu'une perfusion normale lorsque la fraction d'éjection est supérieure ou égale à 40%. Donc dans notre service, on a eu 190 patients ayant un bloc de branche gauche et ont bénéficié d'une scintigraphie entre janvier et décembre 2016. Donc on s'est intéressé aux malades de l'année 2016 qui ont bénéficié d'un protocole gated SPECT stress repos. Donc il y avait 151 patients ayant une perfusion normale ou bien des anomalies perfusionnelles fixes. Donc les patients qui n'étaient pas joignables 3 ans plus tard, donc en avril 2019, ou bien ceux dont la fraction d'éjection était inférieure à 40% ont été exclus de l'étude. Les résultats mesurés étaient un événement cardiovasculaire majeur ou bien le décès de cause cardiovasculaire ou bien autre cause. Donc le groupe d'études finales comprenait 51 patients, dont 41 femmes et 10 hommes, avec un âge moyen de 64 ans, plus ou moins 10 ans, en déviation standard.
Donc, le suivi moyen était de 33,6 mois. Donc, 38 patients pour la population, il y avait 38 patients qui étaient hypertendus et 19 qui étaient diabétiques. Donc, c'est une patient qui a quand même des facteurs de risque cardiovasculaire. Et 35 patients étaient orientés pour l'exploration d'Angor et 9 pour une dyspnée. Donc, la majorité de la population, c'était un bloc de branche symptomatique. Donc, un stress physique pour le protocole, un stress physique a été réalisé chez la majorité des patients, donc 46, et 5 avaient un stress mixte. Et 5 patients avaient un stress qui était cliniquement positif. Électriquement, on ne pouvait pas interpréter vu l'existence du bloc de branche gauche. Donc pour la description de la population, 20 patients avaient une perfusion normale et 31 avaient des anomalies perfusionnelles fixes. Donc 7 patients avaient un étendu discret, un segment sur 17, 5 patients d'étendue modérée, 2 segments sur 17, et 20 patients avaient un étendu large de 3 ou plus de segments sur 17. Donc ici, on voit un exemple d'image. Donc on a ici l'exemple d'une scintigraphie normale. Là, c'est un exemple d'anomalie perfusionnelle discret à modéré. Et là, 2 exemples d'anomalies perfusionnelles plus ou moins larges. Donc pour les résultats de notre étude, 3 ans après le premier examen, il n'y a eu qu'un seul décès, mais d'origine non cardiaque. C'était une leucémie. Donc il n'y a pas eu de décès de cause cardiovasculaire dans les 2 groupes, que ce soit les anomalies perfusionnelles fixes ou bien les perfusions normales. Donc ça, c'est l'image scintigraphique de la patiente qui est décédée par leucémie. Donc pour le tableau, on a calculé le risque relatif à 0,65 et qui est statistiquement non significatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque majoré pour les anomalies perfusionnelles fixes. Donc il n'y avait également qu'un seul événement cardiaque, mais sans complications et sans nécessité de revascularisation dans le groupe des anomalies perfusionnelles fixes. Donc chez ce patient, on voit ici son image. On peut voir que les anomalies perfusionnelles sont quand même, on les voit. Donc pour le risque relatif calculé, il est de 1 à 96, mais avec toujours un P qui est statistiquement non significatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque majoré statistiquement significatif entre les 2 groupes. Donc pour une discussion, notre étude a en quelque sorte réuni 2 paramètres majeurs qui ont été inclus sur 2 études précédentes. La première qui a tenu compte de la perfusion, la deuxième qui a tenu compte de la fraction d'éjection. Donc on remarque que dans notre étude, on a eu 0 décès de cause cardiovasculaire, alors que sur l'étude ancienne qui n'incluait pas la valeur de la fraction d'éjection, il y avait quand même 2 décès dans chaque groupe, que ce soit la perfusion normale ou bien le groupe de faible risque. Donc la fraction d'éjection supérieure à 40% permet, on peut conclure que ça aurait été le paramètre qui a permis d'avoir une mortalité aussi faible. Donc l'absence de décès de cause cardiaque après 3 ans de suivi constitue un élément de bon pronostic, que ce soit pour une perfusion normale ou bien des anomalies perfusionnelles fixes. Ceci est conditionné par une fraction d'éjection supérieure ou égale à 40%. Donc la perfusion normale, en conclusion, ou bien les anomalies perfusionnelles fixes, constituent, c'est des malades qui ont le même pronostic, un bon pronostic, à condition que la fraction d'éjection soit supérieure ou égale à 40%. Donc une autre étude est en cours pour les patients qui ont une fraction d'éjection inférieure à 40% ou bien des anomalies perfusionnelles réversibles. Donc là, le travail il a été fait surtout pour... c'est-à-dire, on a toujours des anomalies perfusionnelles chez les malades qui ont un BBG. Donc, pour être à l'aise chez nos patients dans la pratique quotidienne, on voulait savoir si ces malades qui ont une anomalie perfusionnelle fixe ont la même valeur pronostique, parce qu'on a toujours tendance à dire à rattacher ces anomalies au BBG. Donc, on voulait voir si ces patients ont la même valeur pronostique que les patients avec une perfusion normale. Et l'étude sur 3 ans conclut que ça a la même valeur pronostique, que ce soit anomalie perfusionnelle fixe ou bien perfusion normale, à condition que la fraction d'éjection soit supérieure à 40%. Merci de votre attention.